Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on prend place pour assister à un procès, mais pas n'importe quel procès, celui du 15 octobre 1945 à midi et demi, à l'exécution de Pierre Laval, l'ancien chef du gouvernement de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est fusillé à l'arrière de la prison de Fresnes, à l'endroit même où les Allemands exécutaient leurs otages. Si on revient un peu en arrière, nous arrivons le 9 octobre 1945, au terme d'un procès où la haute cour de justice retenait contre Pierre Laval, l'ancien chef du gouvernement de Vichy, les chefs d'inculpation contenus dans l'acte d'accusation et le condamne à la peine de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Vous voulez en savoir plus sur le procès de Pierre Laval? Venez avec moi. Dans quelques heures, le procès Laval sera terminé. C'est une page qu'il eût mieux valu ne pas écrire pour le bon renom de la justice française. Quand la presse étrangère écrit que l'on a refusé à l'accusé les garanties qu'il était en droit d'attendre, que les formes de la justice n'ont pas été observées, nous sommes bien obligés de souscrire à un tel jugement. Dès le début de la 5e audience, comparaît le dernier témoin cité par l'accusation, Monsieur Léon Noël, ambassadeur de France. Dans une courte déclaration, le témoin rappelle qu'il s'est élevé, le premier, contre la politique de collaboration et déplore de ne pouvoir être confronté avec Pierre Laval. Il souhaite un débat public. Je n'aime pas me dérober devant mes responsabilités. Je n'ai rien à retrancher de mes déclarations antérieures. Mais il m'est impossible de renouveler ma déposition en l'absence de l'accusé. Le procureur général, vous m'autorisez à faire état de vos déclarations à l'instruction. Le témoin, certainement. Le président manifeste une certaine nervosité. Il considère l'attitude de Monsieur Noël comme une insulte à la cour. Mais c'est vraiment qu'il tente de le faire revenir sur sa décision. En vertu de son pouvoir, le président décide alors de faire entendre Monsieur Fourette, président du conseil d'administration de l'imprimerie Hachette, qui a demandé à être entendu. En juin 1940, déclare celui-ci, les autorités occupantes ont installé aux messageries Hachette une coopérative des journaux français. Lorsque les Allemands demandent à prendre une large participation dans les messageries Hachette, le conseil d'administration refuse. Sans que son intervention ait été sollicitée, Laval décide la constitution de 2 sociétés dans lesquelles les Allemands auraient une part. En janvier 1941, des personnalités allemandes viennent de Berlin pour adresser un ultimatum à la maison Hachette. Le Conseil refuse de souscrire aux demandes allemandes. Il fut alors suspendu, comme vous vous en doutez. En novembre 1941, nouvelle exigence allemande, nouveau refus du Conseil. Et vous l'avez deviné, en janvier 1943, Laval fait appeler Monsieur Fourette et lui déclare qu'il va créer une messagerie d'État si le Conseil n'aboutit pas avec les Allemands. De refus en refus, le Conseil d'administration a pu échapper à cette décision et Monsieur Fourette s'en félicite. De cette déposition, la Cour ne retiendra que l'intervention de Pierre Laval pour obtenir aux Allemands une participation dans la société Hachette. Mais avant de poursuivre les détails du procès, vous devez vous demander, mais qui est Pierre Laval, à moins que vous le connaissez déjà? En poste aux affaires étrangères, Laval commence par abandonner l'idée d'un traité militaire avec l'Union soviétique de Joseph Staline, qui aurait pu entraîner la France dans une guerre malgré elle au profit d'alliances avec les pays d'Europe centrale et orientale, réunis dans la Petite Entente. Le premier déplacement du nouveau ministre est pour rencontrer Benito Mussolini à Rome en janvier 1935. Les 2 hommes parlent de l'Éthiopie. Là où Mussolini croit comprendre un feu vert pour la colonisation du royaume africain, Laval croit autoriser une simple pénétration économique. L'Allemagne est désignée comme l'ennemi commun, et les 2 chefs d'état-major, le maréchal Badoglio et le général Gamelin, travaillent ensemble dès la fin du mois. En avril, une rencontre à Strezza, réunissant Mussolini et les chefs du gouvernement français et anglais, semble conforter l'alliance franco-italienne. Le 13 mai 1935, bien que devenu un chef de file de la droite anticommuniste, Pierre Laval part pour rencontrer Staline à Moscou.
Il en rapporte un traité absolument inoffensif, qui ne peut entraîner la France dans une guerre qu'elle n'aurait pas voulu de toute façon. Le 2 septembre 1939, Pierre Laval vote les crédits militaires, mais intervient pour préconiser un appel à une médiation italienne qui pourrait sauver la paix. Et pendant la drôle de guerre, il reste sur la position qu'une médiation italienne permettrait de sortir de la guerre. Après la nomination à la tête du gouvernement de Paul Reynaud, ferme partisan de la guerre, Laval se rapproche de Daladier, auprès de qui il confie qu'une politique pacifiste telle qu'il pourrait la mettre en œuvre ne pourrait se faire que sous l'égide du maréchal Pétain. Après la défaite de 1940, des pourparlers échouent pour son entrée dans le gouvernement du maréchal Pétain formé le 16 juin 1940. Mais il fait son entrée au gouvernement après l'armistice le 23 juin 1940 avec le portefeuille de la justice. Le gouvernement et l'Assemblée étant repliés à Vichy à partir du 1er juillet 1940, Laval est le principal acteur de l'opération qui aboutit au vote des pleins pouvoirs constituants à Philippe Pétain, maréchal de France, par le biais de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940. 2 jours plus tard, le 12 juillet, Laval est appelé par Pétain comme vice-président du Conseil. Le 18 avril 1942, Pierre Laval prend ses fonctions de chef du gouvernement, titre créé pour la circonstance, alors que Darlan reste le successeur désigné du maréchal Pétain et conserve le portefeuille de la Défense nationale. 3 jours après son retour au pouvoir, Laval prononce un discours d'où il ressort que toute la politique du pays étant subordonnée à l'Allemagne. Nous avons eu tort en 1939 de faire la guerre. Nous avons eu tort en 1918, au lendemain de la victoire, de ne pas organiser une paix d'entente avec l'Allemagne. Aujourd'hui, nous devons essayer de le faire. Nous devons épuiser tous les moyens pour trouver la base d'une réconciliation définitive. Je ne me résous pas, pour ma part, à voir tous les 25 ou 30 ans la jeunesse de nos pays fauchée sur les champs de bataille. Pour qui et pourquoi? Qu'avons-nous fait de notre victoire de 1918? Ma présence au gouvernement a une signification qui n'échappe à personne, ni en France, ni à l'étranger. J'ai la volonté de rétablir avec l'Allemagne et avec l'Italie des relations normales et confiantes. Je souhaite la victoire de l'Allemagne, parce que sans elle, le bolchevisme demain s'installerait partout. Ainsi donc, comme je vous le disais le 20 avril dernier, nous voici placés devant cette alternative, ou bien nous intégrer notre honneur et nos intérêts vitaux étant respectés dans une Europe nouvelle et pacifiée. Au lendemain de la condamnation à mort de Pierre Laval, qui le 22 juin 1942 déclarait souhaiter la victoire de l'Allemagne, vient clôturer un procès durant lequel l'instruction fut suivie par des insultes des jurés envers le prévenu. La sentence paraissait décidée d'avance. Les avocats de Pierre Laval refusent d'y plaider. Le procureur général se lève alors pour prononcer son réquisitoire. Auparavant, il précise dans quelles conditions eut lieu le procès, qu'il eût aimé voir se dérouler dans une atmosphère plus sereine. Il constate le refus de l'accusé et de ses avocats de défendre à l'assignation et de déférer devant l'office. Puis, il va exposer sur quoi et pourquoi la Cour doit juger Pierre Laval. C'est un procès d'une politique concrétisée dans un homme, une politique intérieure. Sont punissables les actes qui constituent une atteinte contre le régime légal du pays. En politique extérieure, est criminelle la méconnaissance des devoirs auxquels un citoyen est tenu à l'égard de la patrie. Accepter la déchéance de son pays, s'entendre avec l'ennemi, telles sont les formes sous lesquelles peut se manifester la trahison. Elle peut également se manifester sous forme d'une aide à l'ennemi contre l'allié de la veille. Est-il nécessaire de recourir à des témoignages, des confrontations? Je dis non, car cette politique ressort des actes, des décrets, des lois du gouvernement qui la pratiquent. L'instruction s'est prolongée pendant 8 mois, de la libération au jour où Laval a réapparu sur notre territoire. Elle a constitué à rassembler tous les documents présentés à l'esprit de tous.
Le procureur général s'emploie ensuite à prouver que l'instruction a été régulièrement menée et menée à son terme. L'accusateur précise alors le plan de son réquisitoire. La période d'attente pendant 8 mois de septembre 1939 à mai 1940, la défaite et les projets de Laval de constituer sous l'égide du maréchal Pétain un gouvernement susceptible de donner confiance à tous, puis les journées du 10 juillet 1940 et les actes constitutionnels qui consacrent la suppression du régime et l'instauration d'une politique de collaboration. Le procureur fait sienne la déposition de Monsieur Noël, recueillie lors de l'instruction. Il fallait s'en tenir à la lettre même de l'armistice, s'y cramponner et non considérer la victoire de l'Allemagne comme un fait définitif devant lequel il ne resterait plus qu'à s'incliner en s'y adaptant. S'adapter aux lois, aux préjugés, aux haines de l'ennemi, telle sera la politique de Pierre Laval. Pour mieux s'y adapter, il cédera à ses exigences. La cessation des mines de bord, la pression exercée sur le conseil d'administration de Hachette pour que soient cédés aux Allemands les intérêts financiers de cette société. Il n'y y avait là que des intérêts privés en jeu, mais il y a eu aussi d'autres points sur lesquels il a cédé. Au lendemain de l'armistice, l'Allemagne réannexait l'Alsace et la Lorraine. Il y a eu des protestations, mais elles sont restées secrètes. Au lendemain de cette annexion, ce fut montoire, l'acceptation officielle du fait accompli, la séparation de l'Alsace et de la Lorraine avec la France. C'est ensuite l'année 1941, l'avenir est sombre pour l'Allemagne. Elle ne peut se consoler du départ de son favori. Les campagnes de presse deviennent de plus en plus violentes, les pressions de l'ennemi de plus en plus fréquentes. Et le 18 avril, Laval rentre au gouvernement titulaire à la fois du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. La politique du gouvernement de Vichy devenait alors de plus en plus allemande. « Je souhaite la victoire de l'Allemagne », déclare Laval à la radio. Mais il n'y a pas que des paroles, il y a également des actes. Entre autres, la dépêche adressée au commandement allemand pour le féliciter du prompt nettoyage du sol français au lendemain du débarquement de Dieppe. La politique du gouvernement de Vichy se résume alors, selon le procureur général, dans une série de faits. Le recrutement de la main-d'œuvre en faveur de l'Allemagne, l'intervention de Laval lors du débarquement en Afrique du Nord et son rôle de la constitution de la milice. La France ne peut pas rester indifférente devant les sacrifices que l'Allemagne consent, déclare Laval, pour inviter les ouvriers à aller travailler pour l'ennemi. Mais Pierre Laval n'a pas réussi à convaincre les ouvriers français qu'ils allaient aussi travailler pour la France. Puisque la persuasion n'a pas réussi, il va user de la contrainte, comme vous vous en doutez. Si certains se dérobent à la contrainte, on aura recours à la menace contre les familles. Ces menaces, c'est Laval lui-même qui les formule, et non content de menacer, il passe à l'exécution. De la réquisition de la main-d'œuvre, le procureur passe aux autorisations de survol accordées à l'ennemi lors du débarquement allié en Afrique du Nord. Ces autorisations ont été accordées par Laval lui-même en violation de notre neutralité. C'est ensuite l'offre faite par les Allemands au gouvernement français de concourir avec leur aviation à la défense de l'Afrique du Nord. Laval accepte ce concours à condition que les avions partent de bases situées en Sicile et en Sardaigne. Mais l'Allemagne entendait disposer de bases en Tunisie et dans le département de Constantine. Elle fait valoir que la collaboration alors sera véritablement efficace. Il n'en faut pas plus pour décider le gouvernement français. C'était plus que de la collaboration, c'était une alliance militaire qui fut suivie de rappels à la désertion. Pendant qu'on s'alliait militairement avec l'Allemagne, nous avions en rade de Toulouse une marine qui eût pu être un magnifique instrument diplomatique. Cette marine, on a préféré la détruire plutôt que de la voir reprendre le combat. Ici, la responsabilité de Pétain est engagée, plus que celle de Laval. Mais il ne faut pas oublier que le maréchal avait déclaré « Je marche la main dans la main avec Monsieur Laval ». Leur communion d'idées était par conséquent totale. En revanche, Laval n'hésite pas à envoyer des ordres à l'amiral Robert pour que soient détruits nos bateaux à l'ancre dans les ports antillais. En aucun cas, dit-il, notre flotte ne devra tomber aux mains des Américains.
Pour l'aviation, les consignes sont les mêmes. Quant à l'or de la Martinique, il devra être immergé. Notre flotte marchande connaît un sort pire encore. Elle est cédée aux Allemands. Quelle que soit l'aide apportée à l'Axe par Vichy, la roue commence à tourner. Et Laval de s'écrier. L'armée allemande ne sera pas battue. L'Angleterre alliée à l'Amérique et des gaullistes n'aura pas raison de l'Allemagne. Ces égarés seront remis dans le droit chemin. Je frapperai. Le procureur général se livre ensuite à des considérations psychologiques. Laval, en joueur, veut voir dans la défaite une revanche. Il va jouer son destin sur la carte allemande. Cette carte, il la joue jusqu'à la fin contre sa patrie. Et de démontrer ensuite qu'il n'est pas un pays où le nombre des déportés politiques et raciaux a été aussi élevé qu'en France, exception faite pour la Pologne. Et puis, il y a la situation morale de la France exposée aux soupçons. La suprême ressource, la suprême tactique de l'accusé a été de refuser de paraître devant la cour pour se défendre. Il a pensé que dans ces conditions la cour refuserait de le condamner. Mais le procureur général ne veut pas se soustraire à son devoir. Laval a dit « Ils n'oseront pas. Eh bien moi j'ose. Et je vous demande de prononcer la peine de mort que la justice de ce pays attend depuis 5 ans. » Avant d'inviter la cour à se retirer pour délibérer, le président constate l'absence des avocats de la défense et donne lecture d'une lettre qu'il a reçue de l'accusé et dans laquelle celui-ci proteste contre les allégations du général Doyer qu'il l'avait mis en cause dans l'affaire des mines de bord. Il qualifie son témoignage d'erroné et de partial. Il repousse l'imputation d'avoir participé à une politique de démembrement de la France. Enfin, il proteste contre les conditions dans lesquelles se sont déroulés les débats. Après 1 heure de délibération, la cour fait son entrée dans la salle d'audience. Dans le silence, le président donne lecture de l'arrêt. Après avoir rappelé que les débats ont été volontairement troublés par l'attitude de l'accusé, la cour retient contre celui-ci les chefs d'inculpation contenus dans l'acte d'accusation et le condamne à la peine de mort, à l'indignité nationale et à la confiscation de ses biens. Pierre Laval attendait le verdict, assisté depuis le début de l'après-midi de ses 2 avocats. Quand l'huissier lui remet l'arrêt de la haute cour, il dit simplement « Je m'y attendais, je ne signerai aucun recours en grâce ». Les soins énergétiques prodigués lundi matin à Pierre Laval à la suite de sa tentative d'empoisonnement ont duré moins de 2 heures. Lorsque le condamné eut recouvré toute sa conscience, il fut conduit à l'emplacement où il devait être fusillé, dans l'enceinte même de la prison de Fresnes. Il refuse de se laisser bander les yeux et demande à commander lui-même le feu, requête qui fut repoussée par le chef du peloton. Très maître de lui, il a alors embrassé l'aumônier, ses avocats. Quelques instants plus tard, à 12h30, l'exécution avait lieu. Avant de mourir, Pierre Laval a remis à un commissaire de police une lettre au terme de laquelle il dégage la responsabilité de ses avocats et de ses gardiens et déclare qu'il avait dissimulé sur lui le poison dont il s'est servi. Comme on l'a vu, le 15 octobre 1945, il y a 79 ans, Pierre Laval tombait sous le feu du peloton d'exécution après avoir tenté de mettre fin à ses jours par suicide. Ainsi prenait fin une existence qui avait conduit le jeune fils d'un aubergiste aux plus hautes fonctions politiques de la Troisième République, avant de devenir dauphin du maréchal de France Philippe Pétain et chef de l'État français. Pierre Laval, à la suite de sa tentative avortée d'août 1944 de réunir l'Assemblée nationale à Paris, avait été contraint par les Allemands de les suivre dans leur retraite. En avril 1945, lorsque la débâcle allemande se précise, il sollicite d'abord le droit d'asile du gouvernement suisse, qui lui refuse. C'est alors que le ministre Rahn mit à sa disposition l'avion qui devait le conduire en Espagne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.